Salut! Voici une photographie de ce qui reste d'une supernova qui a explosé dans l'une des galaxies voisines de la Voie lactée, connue sous le nom de Grand Nuage de Magellan. La partie en bleu a été observée dans les rayons X par le télescope spatial Chandra, tandis que la partie extérieure a été observée dans le visible par le télescope spatial Hubble. Une étoile dont la masse est au moins 10 fois supérieure à celle de notre Soleil peut terminer son évolution par une supernova, c'est-à-dire par un événement cataclysmique qui projette jusqu'à 95% de la matière de l'étoile dans le cosmos environnant en moins de 10 secondes. Au centre, il peut rester une étoile à neutrons ou un trou noir. Imaginez maintenant que vous soyez présent à l'intérieur de l'étoile au moment de la supernova et que vous voyez ce qui se passe. Ce serait incroyable. Aujourd'hui, nous nous rendons au cœur d'une supernova. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni, je suis physicien, amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Une étoile dont la masse est au moins 10 fois supérieure à celle de notre Soleil peut réaliser des réactions de fusion nucléaire en son sein jusqu'à créer des atomes de fer 56 et de nickel 56. La fusion nucléaire est en effet une réaction au cours de laquelle deux noyaux s'assemblent pour en former un plus grand. Dans ces étoiles massives alors, une configuration en oignon se forme. Dans un premier temps, l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium. Cependant, l'hélium étant plus lourd que l'hydrogène, il s'accumule au centre, déplaçant progressivement l'hydrogène dans une couche externe. Ensuite, lorsque la température du cœur de l'étoile est suffisamment élevée pour faire fondre l'hélium, il se forme du carbone et de l'oxygène qui s'accumulent au centre, déplaçant l'hélium dans une couche extérieure, et l'hydrogène est ainsi déplacé encore plus loin vers l'extérieur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le silicium fonde pour donner du fer. Et ce processus est de plus en plus rapide. Pour une étoile de 25 masses solaires, c'est-à-dire d'une masse 25 fois supérieure à celle de notre Soleil, la fusion de l'hydrogène dans le noyau prend environ 7 millions d'années. La fusion de l'hélium, environ 650 000 ans. La fusion du carbone pour donner du néon, seulement 160 ans. La fusion du néon, un peu plus d'1 an. La fusion de l'oxygène pour donner du silicium, seulement 6 mois. Et la fusion du silicium pour donner du fer, environ 1 jour et demi. Lorsque le fer et le nickel se forment dans le noyau, ils ne fusionnent plus ensemble, car la réaction de fusion n'est plus favorable. Il pleut donc de plus en plus de fer et de nickel depuis la couche extérieure de silicium, qui continue à fusionner. Mais lorsque la masse de fer et de nickel du noyau atteint une valeur critique de 1,44 masses solaires, l'effondrement du noyau sur lui-même commence. Cette limite est appelée limite de Chandrasekhar, du nom du physicien Subrahmanyan Chandrasekhar, et indique le moment où le noyau est si dense que sa gravité le fait s'effondrer sur lui-même. Jusqu'alors, la gravité avait été contenue. Avant la formation du fer et du nickel, la fusion des éléments les plus légers libérait de l'énergie, ce qui crée une pression vers l'extérieur qui équilibrait la pression de la gravité vers l'intérieur. Une fois le noyau de fer et de nickel formé, la fusion dans le noyau disparaît, mais ce qui reste pour équilibrer la gravité est ce que l'on appelle la pression de dégénérescence, un phénomène quantique qui empêche la matière d'être comprimée au-delà d'une certaine valeur de densité. Cette pression de dégénérescence quantique résulte du fait que deux électrons ne peuvent pas occuper le même niveau quantique, et les électrons sont donc contraints d'occuper des niveaux d'énergie de plus en plus élevés. Mais lorsque la masse du noyau, qui a un rayon d'environ 3000 km, atteint la limite de Chandrasekhar, même la dégénérescence des électrons ne peut plus contraster la gravité de s'exercer, le noyau s'effondre. C'est à ce moment que nous déclenchons le chronomètre. Dans le noyau, qui s'effondre sur lui-même, la densité augmente de plus en plus et deux réactions importantes sont déclenchées, qui accélèrent encore plus le processus. D'une part, les photons sont absorbés par les noyaux de fer, qui se désintègrent. Chaque noyau de fer donne naissance à 4 neutrons et à 13 noyaux d'hélium. Ce processus est endothermique, c'est-à-dire qu'il absorbe de l'énergie, puis refroidit le noyau, qui s'effondre encore plus vite. En outre, de plus en plus d'électrons sont capturés par les protons présents,
qui se transforment en neutrons et libèrent des antineutrinos électroniques. Ces neutrinos s'échappent du noyau, lui enlevant de l'énergie et accélérant l'effondrement. En conséquence, les noyaux atomiques du cœur de l'étoile sont enrichis en neutrons. Alors que le noyau de l'étoile s'effondre, les couches immédiatement adjacentes commencent à s'effondrer sur le noyau. Donc les couches extérieures commencent à s'effondrer sur le noyau qui s'effondre sur lui-même et devient de plus en plus dense. Lorsque la densité du noyau de l'étoile atteint 1 trillion de grammes par centimètre cube, les neutrinos sont piégés, car il devient très probable qu'ils interagissent avec un proton ou un neutron, précisément parce que la densité est très élevée. Imaginez que vous marchez dans la rue et que soudain, il y a tellement de monde que les trottoirs et la chaussée sont pleins. Il devient impossible de ne pas heurter d'autres passants. Ainsi, environ 0,1 seconde après le début de l'effondrement, les neutrinos continuent de rebondir d'une particule à l'autre, comme des billes dans un flipper, et se retrouvent piégés dans le noyau de l'étoile. Lorsque le chronomètre indique environ 0,11 secondes, des densités égales à celles d'un noyau atomique, soit environ 100 000 milliards de grammes par centimètre cube, sont atteintes au centre de l'étoile. Et l'effondrement du noyau de l'étoile s'arrête, car un autre phénomène quantique entre en jeu, la dégénérescence des neutrons. Il s'agit du même principe que celui dont nous avons parlé il y a un instant, sauf qu'au lieu d'être des électrons, ce sont des neutrons qui ne peuvent pas occuper le même niveau quantique. Cet effet s'oppose à la gravité et arrête l'effondrement. Puisqu'il n'y a pas d'effet de dégénérescence encore plus fort que celui des neutrons, si à la fin du processus la masse restant au centre est trop élevée, le cœur de l'étoile s'effondrera en un trou noir. Si en revanche la masse n'est pas suffisante pour surmonter la dégénérescence des neutrons, il se formera une étoile à neutrons. Ainsi, lorsque le noyau de l'étoile a un rayon d'environ 10 km, il cesse de s'effondrer et devient comme un noyau dur, pourrait-on dire, contre lequel les couches extérieures qui s'effondraient rebondissent, créant une onde de choc qui se déplace maintenant vers l'extérieur de l'étoile. Il s'est écoulé 0,12 secondes depuis le début de l'effondrement du cœur de l'étoile, et l'onde de choc qui se propage vers l'extérieur atteint les couches qui tombaient déjà vers le centre. Il existe plusieurs hypothèses sur ce qui pourrait se produire à ce stade, mais la plus probable est que l'énergie de l'onde de choc soit utilisée pour dissocier en protons et en neutrons les noyaux atomiques qu'elle rencontre sur son chemin. Cela accélère les réactions de capture d'électrons, dans lesquelles un électron réagit avec un proton pour former un neutron et un neutrino électronique. Ces neutrinos s'échappent rapidement de l'étoile et forment ce que l'on appelle une explosion de neutrinos ou un sursaut de neutrinos. L'onde d'éclatement perd alors encore plus d'énergie. En outre, lors du passage de ce vent de neutrinos, d'autres protons sont transformés en neutrons. Il existe donc plusieurs mécanismes qui transforment les protons en neutrons. Il s'agit d'un processus appelé neutronisation. Là où l'onde de choc est déjà passée, il reste une mer de neutrons et de protons libres d'environ 100 km de diamètre, qui a déjà rongé la quasi-totalité de la couche centrale de fer et de nickel. Entre-temps, toutes les couches supérieures ont été repoussées vers l'extérieur. Lorsqu'environ 0,2 secondes s'est écoulé depuis le début de l'effondrement du noyau de l'étoile, l'onde de choc perd toute son énergie et s'arrête. On dit qu'elle décroche. Une coquille sphérique se forme alors à l'endroit où l'onde s'arrête, à environ 200 km du centre de l'étoile. Tous les modèles physiques développés depuis 1980, qu'ils intègrent uniquement la physique newtonienne, qu'ils prennent en compte la théorie de la relativité d'Einstein, ou qu'ils intègrent de la matière dite exotique, s'accordent sur un point. L'onde de choc ne peut pas atteindre les couches externes. En d'autres termes, l'onde de choc s'arrête à l'intérieur de l'étoile et ne parvient pas à éjecter les couches supérieures dans le cosmos. Un mécanisme supplémentaire est donc nécessaire pour donner une nouvelle impulsion à l'onde de choc, un mécanisme qui la pousse de l'intérieur. Lorsque l'onde de choc s'arrête, les couches situées sous l'onde de choc continuent de tomber vers le noyau et le fond grandit. Il se forme alors ce que l'on appelle une protoétoile à neutrons, d'un rayon de 50 km.
Ce nom indique que le noyau se transformera soit en étoile à neutrons, soit en trou noir si l'étoile d'origine avait une masse supérieure à 25 masses solaires. Qu'arrive-t-il à cette protétoile à neutrons? Les neutrinos présents ne peuvent pas s'échapper immédiatement en raison de la densité très élevée de la protétoile à neutrons. Cependant, ces neutrinos s'échappent progressivement et le cœur se refroidit. C'est à ce moment que des paires de neutrinos-antineutrinos sont créées. La mécanique quantique prédit en effet que des paires particules-antiparticules peuvent être créées en transformant l'énergie présente en masse, grâce à la célèbre équivalence d'Einstein, énergie égale masse fois gamma fois c carré. Des neutrinos de trois types sont donc formés: neutrinos électroniques, neutrinos muoniques et neutrinos tauoniques, ainsi que leurs antiparticules. Nous arrivons ici à la phase finale de la supernova, le moment où toutes les couches supérieures sont finalement éjectées dans l'espace environnant et où de nouveaux éléments chimiques sont même formés. On dit qu'un processus de nucléosynthèse a lieu, c'est-à-dire un processus de synthèse, de création de nouveaux noyaux atomiques. Environ 10 secondes se sont écoulées depuis le début de l'effondrement du noyau de l'étoile et l'important flux de neutrinos qui se forment dans la protétoile à neutrons au centre et dans les couches qui l'entourent immédiatement, dépose de l'énergie dans la zone où l'onde de choc s'est arrêtée, lui redonnant de l'énergie et repoussant la matière vers l'extérieur. Mais d'où vient toute cette énergie des neutrinos? Pensez à un barrage dans les montagnes, abritant un grand lac à haute altitude. Lorsque le barrage s'ouvre, il laisse passer l'eau et l'achemine dans de grands tuyaux qui descendent vers la vallée, où se trouve une centrale hydroélectrique. En tombant d'en haut, l'eau perd de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle tombe par gravité. Et cette énergie est transformée en énergie de mouvement de l'eau. Dans une supernova, il se passe quelque chose de très similaire. Toute l'énergie potentielle gravitationnelle libérée lors de l'effondrement des couches vers le centre est transformée en d'autres formes d'énergie. La majeure partie de cette énergie est emportée par les neutrinos, qui disposent alors de suffisamment d'énergie pour réaccélérer les couches qui s'étaient arrêtées à 100-200 km du centre et les balayer, les éjectant dans le cosmos à jamais. Les neutrinos ne mettent que quelques centaines de millisecondes pour déposer leur énergie et éjecter les couches externes. En d'autres termes, cette éjection finale, que certains appellent une explosion, prend moins d'une seconde. Dans cette dernière fraction de seconde, où toutes les couches externes sont éjectées, laissant la protétoile à neutrons nue au milieu, de nouveaux noyaux atomiques peuvent être formés. Carbone, beryllium, oxygène, nitrogène, et ainsi de suite jusqu'au fer et au-delà, jusqu'à des éléments avec un peu plus de 100 particules. Si vous y réfléchissez bien, l'étoile crée de nouveaux noyaux, puis les détruit, et enfin, dans la dernière fraction de seconde, synthétise à nouveau d'autres noyaux. Dans cette dernière fraction de seconde, la matière éjectée vers l'extérieur est riche en neutrons, grâce à toutes les réactions de neutronisation précédentes. Tous ces neutrons peuvent interagir avec les noyaux atomiques qu'ils trouvent sur leur chemin, et des noyaux contenant un nombre croissant de neutrons peuvent se former. Ce processus est appelé capture rapide des neutrons et est connu des physiciens sous le nom de processus R, où R signifie justement rapide. Dans les couches inférieures, des noyaux d'hélium se forment, qui peuvent se combiner pour former des noyaux de carbone 12 et de beryllium 9. Ces noyaux constituent ensuite les germes d'une nouvelle capture de neutrons et de la création de noyaux de plus en plus lourds. Et ce processus peut aboutir à des noyaux contenant un peu plus de 100 particules. Pour la formation des noyaux plus lourds, tels que l'or, le platine, le plomb, l'uranium, l'iridium, etc., un événement encore plus cataclysmique est nécessaire, la fusion de deux étoiles à neutrons. Je vous en parle dans un autre épisode. Ainsi, une étoile à neutrons ou un trou noir reste au centre, tandis que le reste de la matière, 95% de la matière originelle de l'étoile, est éjecté dans le cosmos. Un jour, cette matière, riche même en éléments plus lourds que l'hydrogène, se condensera par gravitation pour former de nouvelles étoiles et planètes. Regardez votre main ou les objets qui vous entourent. Certains de vos atomes proviennent certainement d'une supernova.
J'espère que vous avez apprécié ce voyage à l'intérieur d'une supernova. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps et sur la relativité d'Einstein, y compris l'équivalence entre la masse et l'énergie, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre que vous trouverez exclusivement sur Amazon et c'est un livre accessible à tous car il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à dimanche avec une nouvelle vidéo.